Merci Marc. Hop. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer la première table ronde. J'invite à me rejoindre sur scène, enfin j'invite à prendre la scène. Kelly Frank, donc fondatrice de Goom, Jean-David Zetoun et enfin Sophie Landau qui est juste au deuxième rang pour la première table ronde qui s'intitule l'ultra-transformation, définition et impact, après une magnifique keynote de Mathilde Touvier. Donc cette question de l'ultra-transformation, comme on a commencé à l'aborder, elle est désormais présente sur toutes les lèvres des professionnels et des industriels bien entendu, les lèvres aussi des consommateurs. Pour préparer la table ronde, je me suis amusé ça va être mon côté un peu geek, à regarder sur Google Trends, vous savez, l'outil Google qui vous permet de voir l'occurrence d'un terme et des recherches autour de ce terme-là, et je me suis amusé simplement à écrire aliments ultra transformés. Et en fait, on se rend compte qu'à partir de 2016, oui, vous avez vraiment une courbe exponentielle des recherches autour de l'ultra transformation, ce qui témoigne quand même de la part des internautes, des consommateurs, d'un intérêt de plus en plus grandissant là-dessus. Et cette question de l'ultra-transformation, elle dépasse largement le monde agroalimentaire, hein, puisque il y a encore 2 semaines de ça, j'ai assisté à une conférence qui n'avait absolument aucun rapport sur les nouvelles tendances sociétales et émergentes, et l'une des... je la vois en plus au fond, une amie journaliste, Carolina Thomas, qui en plus est là de l'ADN, qui en fait utilisait ce concept d'ultra-transformation pour comprendre les tendances de fond qui se passaient dans nos sociétés, donc à la fois en matière relatif au corps, relatif aux technologies et bien entendu relatif à l'agroalimentaire. Alors dans cette première table ronde, on va prendre notre bâton de maréchal et on va se poser des questions aussi larges que qu'est-ce que l'ultra-transformation ? Quelle définition on peut en donner? On a commencé bien entendu à le faire depuis le début de nos échanges. Est-ce qu'il existe des outils pour quantifier l'ultra-transformation, pour mieux le faire connaître? Et donc pour faire ça, j'ai la chance d'avoir à mes côtés, donc, vraiment je prends pas c'est vraiment uniquement, je suis géographe, hein, donc c'est uniquement de manière géographique. Et donc Kelly Goom qui est à côté de moi, Kelly Frank, voilà, lapsus révélateur, Kelly Frank qui est donc fondatrice de l'agence Goom, qui accompagne justement les professionnels agroalimentaires, notamment dans leur transition vers une alimentation moins ultra transformée et plus naturelle, ou avec plus de naturalité. Vous nous direz ce que vous entendez par ce terme de naturalité. À votre gauche, j'ai un gros problème d'orientation, à votre gauche, Sophie Landau, donc, qui est professeure à AgroParisTech en microbiologie et qui est membre aussi de l'UMR Safe Food, si je ne dis pas de bêtises, donc entre AgroParisTech d'un côté et l'INRAE de l'autre. Et à côté de vous, Jean-David Zetoun, donc, qui est médecin, qui est aussi cofondateur, si je ne dis pas bêtises, de l'entreprise Inato, et que vous connaissez sûrement toutes et tous pour certains de ses ouvrages, notamment le dernier en date, si je ne dis pas de bêtises, le suicide de l'espèce, qui est paru en 2023. Alors, pour commencer, une question générale à vous trois. C'est quoi l'ultra-transformation? Si vous aviez des étudiants devant vous et que vous deviez donner une définition assez compréhensible de l'ultra-transformation, c'est quoi? Kelly? Bon, je vais me proposer pour cette définition. Déjà, merci de consacrer cette table ronde à cette définition qui aujourd'hui est indispensable pour mieux appréhender cette question-là de manière... On a absolument besoin que ça soit pragmatique, tangible. Moi, ça fait maintenant 8 ans que je travaille sur la dimension de l'ultra-transformation appliquée aux listes d'ingrédients, parce que en fait, l'ultra-transformation, c'est avant tout une histoire d'ingrédients. Et ça change tout de le dire, parce que ça veut dire que ça va dépendre des ingrédients et de leur procédé d'obtention. En fait, ce sont eux, véritablement, qui sont ultra transformés. Ça veut dire donc que c'est pas une histoire de catégorie de produits. On peut faire des plats cuisinés qui soient des produits sans ingrédients ultra transformés. C'est pas non plus une histoire d'industriel versus artisanal versus à la maison. Là aussi, ça dépend de ce qu'on va utiliser comme ingrédient. C'est pas une histoire de taille de liste d'ingrédients. En fait, c'est une histoire d'ingrédients. Donc finalement, la question, c'est qu'est-ce qu'un ingrédient ultra transformé? Et le point commun, en tout cas, entre tous les ingrédients qu'on peut considérer comme ultra transformés, c'est que finalement, ce sont plus que des ingrédients, ce sont des substances qui sont pures,
quasi purs, excessivement purifiés, dégradés par rapport à leur état originel. Et finalement, c'est ce qui fait que c'est des ingrédients qui s'apparentent davantage à de la chimie comestible que réellement des ingrédients. Et donc, c'est précisément quand ils ont une matrice alimentaire, cet impact sur cette matrice qui est complètement dégradée, qui fait d'eux des ingrédients ultra transformés. Et donc évidemment, c'est un sujet d'ingrédients. Donc, il y a plusieurs voies d'obtention de ces ingrédients-là. Une première voie qui serait, enfin, on la connaît, hein, celle de la synthèse. On peut fabriquer des ingrédients ultra transformés par synthèse chimique, par biosynthèse. Par définition, c'est des molécules en général chimiquement définies, donc elles n'ont pas de matrice alimentaire. Et après, il y a toute la voie du cracking alimentaire excessif. Et j'insiste sur excessif, parce que c'est bien le sujet. En fait, on va trop loin dans les procédés de purification, de dégradation des ingrédients. Donc, de synthèse, on peut citer la carboxylméthylcellulose, la gomme xanthane. On peut citer comme ingrédient issu du cracking tous les isolats de protéines, les sirops de glucose. Et donc, finalement, l'enjeu, c'est de comprendre que le sujet, c'est les ingrédients. Donc, il faut parler des ingrédients, il faut parler des procédés d'obtention, il faut ouvrir les consciences autour de comment sont obtenus les ingrédients. Est-ce qu'on ne peut pas aller moins loin dans la purification? C'est en fait ouvrir aussi les chakras sur j'utilise des protéines plutôt qu'utiliser un isolat. Est-ce que j'arrive à utiliser des ingrédients moins purifiés au risque d'être moins efficaces? Et donc, c'est là où tout le savoir-faire revient sur la table, le savoir-faire industriel. Comment est-ce qu'on arrive à faire des produits qui sont acceptables avec des ingrédients moins purifiés? Et je pense que vraiment l'enjeu, il est là. Et innover demain vers plus de naturalité, c'est faire reculer l'utilisation de ces ingrédients qu'on surconsomme et qu'on surutilise. Sophie Landau. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter? Donc, je suis entièrement d'accord sur cette définition-là. C'est-à-dire qu'en fait, un aliment, on peut dire un aliment ultra transformé ou ultra formulé. Hein, ça a été un peu évoqué, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc, ultra formulé, ça veut dire effectivement qu'on rajoute à un aliment plein d'ingrédients qui eux-mêmes ont un impact, effectivement, qui sont très, très transformés. Alors après, ce qu'on essaie déjà de faire, c'est ces ingrédients-là, comment est-ce qu'on peut les produire de manière moins transformée? Donc, par exemple, un arôme. Hein. On peut faire un arôme de synthèse, on peut faire un arôme qu'on a produit par voie microbienne, ou on peut faire un arôme qu'on a extrait d'une plante. Finalement, dans tout ça, quel va être celui qui est le plus respectueux de la santé? Je pense que c'est peut-être aussi une question de quantité. Par contre, par rapport à l'environnement, qui est quand même aussi un sacré sujet, ces voies de production, elles ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça, c'est aussi une question qu'il faut se poser. Après, c'est difficile de décorréler actuellement dans un aliment, en fait, qu'est-ce qui provient du procédé, parce qu'une transformation, c'est plein d'opérations unitaires qui vont se succéder, qui vont elles-mêmes générer des composés néoformés, et en plus, on rajoute des ingrédients à certaines étapes. Donc c'est vraiment ces interactions-là qu'il faut arriver à décorréler, c'est-à-dire mieux classifier quand même les aliments ultra transformés par rapport à ce qui est dû à la transformation. Est-ce que c'est ultra transformé parce qu'il y a vraiment des procédés de transformation qui vont se mettre les uns derrière les autres? Ou est-ce que c'est simplement un procédé de transformation qui est relativement simple, mais en fait, comme il y a des ingrédients qui, eux, pour le coup, sont ultra transformés, donc on les met dans ces classes-là. Donc c'est arrivé quand même à avoir une vision de cette transformation-là, enfin de la définition de l'aliment ultra transformé qui est un petit peu plus fine. Pour après, derrière, arriver à aider finalement les industriels à développer effectivement ça de toute manière qu'il faille faire des aliments qui soient moins ultra transformés ou ultra formulés. Je pense que là-dessus on est tous d'accord. Maintenant c'est comment on y va en fait. Et pour les chercheurs, ce qui est un peu toujours compliqué, c'est qu'on a parlé qu'il fallait accélérer, et c'est vrai, sauf que le temps de la recherche, il prend un petit peu de temps justement. Donc c'est ça qui est compliqué en fait, c'est ce pas de temps. Donc il y a ça. Et l'autre chose aussi qui est important, c'est qu'on nous demande, pour des raisons qui sont tout à fait justifiables, d'aller vers des systèmes alimentaires plus durables. Donc un système alimentaire plus durable, c'est quoi? C'est l'alimentation qui doit être plus durable. Donc travailler sur des matières premières qui ont un impact environnemental moindre. Et une des préoccupations, c'est baisser notre consommation de protéines animales. C'est pas la diminuer complètement, mais en tous les cas, plutôt en manger moins et en manger plus de protéines végétales. Donc ça, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème, je pense qu'effectivement, c'est pertinent. Il faut aussi plus valoriser les matières premières, donc avoir moins de pertes. Par exemple, quand on fait un produit alimentaire, tous les coproduits, comment on peut les réutiliser? Et est-ce qu'on va pouvoir justement les réutiliser en termes d'ingrédients? Est-ce que ça va pouvoir remplacer des émulsifiants qui sont produits par voie de synthèse? Donc il y a cette problématique-là aussi, pour mieux valoriser, avoir moins de pertes. Qu'est-ce que ça va après avoir comme impact sur la santé? Donc la recherche, c'est quoi? C'est à la fois aller vite, quand même de manière carrée pour générer des connaissances, et en plus en intégrant maintenant des matières premières sur lesquelles on n'a pas beaucoup de recul. Donc moi, je trouve que c'est vraiment ça qui est compliqué, sur lequel il faut vraiment qu'on avance en parallèle pour trouver des solutions
enfin aider, parce que trouver des solutions, plus on avance dans la science et plus on se rend compte de ce qu'on ne sait pas en fait. Heureusement ce qu'on sait aussi. Mais voilà, c'est avoir aussi un certain recul, dire voilà ça, ok, ça marche, oui, on ferait plutôt faire ça. Et puis ce qui est aussi, je trouve intéressant, c'est aussi garder l'historique de ce qu'on a fait. On pourrait reparler des nitrites. Hein. Les nitrites, historiquement, c'était utilisé pourquoi ? Il y a 200 ans, en fait, on gardait la viande de porc dans du salpêtre. Le salpêtre, ça montait naturellement du sol et c'était très riche en nitrates et en nitrites. Et effectivement, la viande de porc crue, c'est une viande à risque. Et donc, on l'a conservée grâce à ça. Sauf que, par malchance, c'est un effet un peu secondaire, ça faisait le jambon rose. C'était pas voulu, mais c'était le cas. Et maintenant, on essaie de limiter les nitrites parce que l'effet santé, il est clair et net. Par contre, pour que le consommateur continue à manger quand même du jambon, que les producteurs de jambon ne se retrouvent pas sans du tout de consommateurs, on continue à mettre des nitrites sous quelle forme ? Sous forme de jus de légumes ou de céleri qui sont riches en nitrites. Donc on dit sans nitrites ajoutés, en fait il y en a encore. Sauf que c'est apporté. Par contre, c'est beaucoup moins transformé, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, donc c'est toutes ces connaissances-là dont on a besoin pour avancer ensemble, garder l'historique, mettre en place des démarches scientifiques, avoir des approches, parce que à la limite des bases scientifiques, on les a, mais il faut en générer de nouvelles. Et surtout, c'est la démarche qui compte, hein, cette démarche un peu raisonnée, quoi. Et former les étudiants. Et former les étudiants. Jean-David Zetoun. Oui, alors, niveau définition, j'ai rien à ajouter parce que j'ai pas plus de compétences que les voisines, mais quand on les écoute, on voit que c'est complexe. Et la complexité, c'est quelque chose qui est embêtant pour la santé publique parce que la santé publique, elle doit en général lutter contre les industries toxiques. Et en gros, il y a 4 industries toxiques dans le monde qui sont le tabac, l'alcool, les industries polluantes et l'alimentation. Donc, l'obésité, c'est 5 millions de morts, le tabac, c'est entre 7 et 8 millions, l'alcool, c'est 3 millions, la pollution, c'est 9 millions, en sachant qu'il y a 61 millions de personnes à peu près qui meurent chaque année dans le monde. Donc, à chaque fois, c'est des proportions qui sont substantielles. Et toutes les industries toxiques, le tabac a tout inventé et après, les autres sont devenus des followers de l'industrie du tabac en termes d'argumentaire. Toutes les industries toxiques utilisent la complexité comme un prétexte. Et donc, sur les calories, c'est difficile parce que les calories, c'est simple. Mais sur l'ultra-transformation, c'est facile parce que l'ultra-transformation, c'est complexe. Et donc, du coup, on peut dire, on ne sait pas très bien si c'est ultra-transformé, c'est pas totalement prouvé. Et puis, finalement, est-ce que c'est transformé ou ultra-transformé, on ne sait pas trop, etc. Et donc ça, c'est un handicap, je pense, de la science de l'ultra-transformation, c'est que malgré les études majeures produites par Mathilde et son équipe, il y a encore de la marge pour nier et donc pour utiliser tous les prétextes qu'on veut pour retarder la régulation ou en tout cas une action publique qui est inéluctable si un jour on veut assainir l'alimentation, ce qui aujourd'hui n'existe pas du tout. Il n'y a aucune action publique pour ça. Alors justement, Jean-David Zetoun, vous avez le micro. Mathilde Touvier nous a parfaitement montré en fait les conséquences, tout le panel, si je puis dire, de conséquences médicales avérées ou possibles. Est-ce qu'il y a des populations qui sont particulières, qui sont plus vulnérables que d'autres ? Est-ce qu'il selon le sexe, selon la catégorie socio-professionnelle, selon que sais-je encore ? Alors, la réponse c'est biologiquement pas trop. Peut-être qu'il y a des prédispositions génétiques, mais en fait, la vraie réponse, c'est on s'en fiche. Parce que tout le monde est exposé aujourd'hui à ces produits ultra transformés ou à l'alimentation mauvaise pour la santé en général. Et du coup, c'est savoir qu'un tel est plus vulnérable ou quoi, ça ne change pas. Justement, ce serait une distraction par rapport à l'action publique à mener. Socialement, il y a une vulnérabilité. Et on en parlait avec Mathilde tout à l'heure. En moyenne, pendant longtemps, ça a été le cas. Il paraît qu'aujourd'hui, c'est un peu plus contrasté, mais les aliments qui étaient industriels et ultra transformés en même temps étaient plutôt moins chers et plutôt plus marketés. Et donc, il y avait un gradient social de santé qui existe de toute façon dans tous les risques. Le gradient social de santé, c'est un truc qui a été prouvé par Vuillermet dans les 12 arrondissements de Paris au 19e siècle, à savoir que le capital économique augmente la longévité probable. Et donc, l'alimentation est un des véhicules du gradient social de santé et ça passe notamment par les aliments industriels ultra transformés qui sont plus consommés par des catégories qu'on va dire populaires, des gens qui ont moins d'argent, par rapport à des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais c'est pas du 100% parce que je suis sûr que vous avez dans votre entourage avec beaucoup de capital social et économique des gens qui ont des enfants qui ont pris du poids ou qui ont des problèmes de consommation et donc tout le monde est quand même exposé à ça. Et tout le monde est assez vulnérable à ça, même s'il y a des différences entre les classes économiques.
Kelly Franck, je me tourne vers vous. Quand on préparait cette table ronde, lors de nos échanges, vous insistiez beaucoup sur la naturalité, qui est un concept quand même un petit peu à prendre avec des pincettes parce que assez large. Vous, justement, chez Goom, dans votre activité quotidienne, pourquoi cette idée, ce concept de naturalité vous apparaît aussi important pour justement réduire la part d'aliments ultra transformés? C'est plus qu'un concept. En fait, la naturalité, ça traduit ce qui est censé être un ingrédient naturel. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est une dimension qui est encore une fois mal définie et galvaudée. On peut avoir des produits 100% naturels ou clean label qui en fait contiennent des ingrédients ultra transformés. Et je pense que c'est important de comprendre qu'il y a une différence entre l'origine naturelle d'un ingrédient et l'état naturel. Et en fait, la naturalité, par opposition à l'ultra transformation, ça vient défendre l'idée que certains ingrédients, justement, qui ne sont pas purifiés de manière sélective ou trop dégradés, en fait, gardent leur état naturel. Je vous prends le sirop de glucose, par exemple. C'est un ingrédient d'origine naturelle. C'est issu du blé, de l'amidon isolé, de l'amidon hydrolysé. L'état n'est plus naturel, parce qu'on peut même écrire sa formule chimique. Donc, là où on ne peut pas écrire la formule chimique d'une farine, tellement il y a de complexité nutritionnelle. Donc, en fait, la naturalité des ingrédients aujourd'hui, c'est de finalement mettre en avant les ingrédients qui sont les plus simplement transformés. Ça, c'est à l'échelle de l'ingrédient. Mais comme Mathilde Touvier le disait tout à l'heure, les aliments, c'est des longues listes d'ingrédients. Potentiellement, il y a plein d'ingrédients. Et donc, c'est dans cette approche-là où on a essayé de définir ou d'apporter une réponse à ce que peut être un aliment un peu plus naturel. Et c'est ce qu'on a fait grâce à des marques pionnières via notre projet de l'allégation ingrédients simples. En fait, l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant positivement des recettes qui peuvent être considérées comme les mieux formulées possibles, donc qui garantissent que il y a des ingrédients ultra transformés qu'on ne retrouvera pas. En l'occurrence, c'est plus de 500 ingrédients ultra transformés qu'on a bannis. Et on peut malheureusement, enfin c'est tout le sujet, c'est où est-ce qu'on met la barre de l'accessibilité pour quand même avoir un projet qui soit réaliste, parce qu'en fait, si on s'intéresse aux ingrédients, à comment ils sont fabriqués, le saccharose, le sucre blanc raffiné, il est ultra transformé, c'est un ingrédient pur. On est loin du sucre complet qui contient des vitamines, des minéraux, donc factuellement il est ultra transformé, mais dans le cadre de notre projet de l'allégation, on le tolère. Donc en fait, on a décidé de lancer ce projet qui est gratuit sur l'évaluation, sur l'utilisation et qui est open source puisqu'on a mis notre cahier des charges à disposition de tous pour lister, qu'on ait tous une liste d'ingrédients qu'on peut considérer comme ultra transformés avec la liste des bannis, des tolérés et des à vérifier parce qu'en fait, quand on rentre dans ces sujets d'ingrédients, on se rend compte que derrière des dénominations, en fait, il y a de tout en termes de procédés et je réinsiste là-dessus, mais c'est vraiment le sujet de comprendre comment sont fabriqués les ingrédients et en fait en tant que marque finalement les industriels ils ont ce rôle à jouer de pouvoir orienter et choisir quels ingrédients ils mettent dans leurs assiettes et derrière ça favorise des filières ingrédients entières. En fait, quand on choisit une huile raffinée plutôt qu'une huile désodorisée, on encourage la filière alors que en fait les questions qu'il faut poser c'est bien celle-ci. Sophie Landau, à l'INRAE justement, j'imagine qu'il doit y avoir une foultitude de projets qui se mènent, qui sont menés, qui vont se mener autour d'ultra-transformation. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Alors, déjà, en fait, ce qu'on essaie, les produits sur lesquels on travaille beaucoup, alors moi, je parle de l'unité, effectivement, AgroParisTech INRAE, qui est donc située à Palaiseau, qui s'appelle CFood. Donc, CFood, vraiment, s'intéresse à la transformation de matières premières agricoles pour faire des aliments et également des bioproduits. Donc, par exemple, des matériaux ou de ces molécules-là. Donc, en fait, on essaie déjà de comprendre dans les procédés qui existent, sur de nouvelles matières premières, parce qu'on travaille quand même beaucoup sur des matières premières végétales, donc beaucoup sur des légumineuses qui sont riches en protéines. Finalement, les procédés, quand on les met en place, alors que ça peut être des procédés microbiens, donc moi je travaille dans une équipe de microbiologistes, on utilise beaucoup les connaissances qu'on a sur les fleurs d'affinage des fromages pour essayer de développer de nouveaux produits à base de ces protéines végétales, pour mieux comprendre en fait qu'est-ce que ces micro-organismes en termes de procédés vont apporter pour justement limiter derrière l'apport d'ingrédients, parce qu'en fait le simple fait de fermentation permet de conserver les matières premières, donc on travaille beaucoup déjà sur ces aspects-là. Également parce qu'en fait travailler sur un aliment fermenté, l'avantage que ça c'est qu'après quand on va le consommer, une partie de cette flore en fait va se retrouver au niveau de notre microbiote intestinal, va en augmenter la diversité, et ça on sait que ça a un impact positif globalement quand même sur la santé.
Donc on travaille beaucoup sur ces aspects-là. Après, on regarde par exemple sur ces ingrédients, parce qu'on ne peut pas faire que des aliments fermentés. Par exemple, quand on fait des mélanges de farine de céréales et de légumineuses, pendant certains types de procédés, comme la cuisson, enfin, on choisit aussi des procédés qui, a priori, parce qu'on a quand même aussi une préoccupation qui est importante, c'est de baisser l'impact environnemental des procédés qui sont mis en œuvre. Faire un chauffage, faire une cuisson, faire un malaxage, ça a tout un impact environnemental. Donc on essaie de faire des opérations, donc le moins de fractionnement possible, le moins d'opérations unitaires, mais aussi de regarder dans ces opérations unitaires, sur de nouvelles matrices, qu'est-ce que ça peut générer aussi comme molécules qui peuvent être intéressantes, des arômes produits naturellement par le procédé qui rend aussi le produit appétant ou plus digestible. Mais par contre aussi, qu'est-ce que ça peut faire comme molécules néoformées? Et ça, on en a des nouvelles. Dans les légumineuses, il y a des molécules, des saponines, des molécules qui existent et qui vont créer des nouveaux produits néoformés. Donc on s'intéresse aussi à ça pour voir finalement derrière dans les produits qu'on développe, avec moins d'étapes, moins derrière d'ajout d'additifs. Néanmoins, dans le procédé, qu'est-ce qui est généré de positif et de négatif pour orienter ces procédés-là, pour en limiter les étapes, mais aussi pour qu'il y ait moins de molécules néoformées. Et après, il y a tout l'impact sur le consommateur. Parce que les consommateurs, si on leur offre un produit dans lequel ils sont convaincus que l'impact environnemental est moindre, pour leur santé aussi, par contre, si le produit n'est pas appétant, ils vont l'acheter une fois, 2 fois, peut-être pas 3 fois. Donc on travaille aussi beaucoup sur la formulation de ces produits pour l'acceptabilité des consommateurs. Et il y a maintenant beaucoup de travaux, et ça c'est beaucoup l'INRAE aussi qui nous pousse, à faire en fait ce qu'on appelle de la science participative. C'est-à-dire que monter des projets de recherche où on met autour de la table tous les acteurs, les producteurs, les transformateurs, mais aussi les consommateurs, les associations de consommateurs, pour développer avec eux aussi des stratégies d'amélioration finalement de la transformation. Et c'est important, c'est important de communiquer aussi. Et évidemment, moi je vais parler aussi en titre d'AgroParisTech, comme je suis enseignante. Pour nous, c'est aussi fondamental de former des étudiants à ces problématiques-là, parce qu'on leur montre aussi des procédés un peu l'enseignement, c'est... je présente ce que je connais le mieux. Donc, ce que je connais le mieux, c'est quand même les anciens procédés. Donc, moi, je travaille cette semaine avec eux sur la fabrication du lait UHT, par exemple. Et ils me posent des questions, mais pourquoi on homogénise, pourquoi on standardise? Donc, je leur explique, historiquement, il fallait standardiser les matières premières, parce que c'était bien, parce qu'on faisait des gros volumes, etc. Je dis, mais peut-être que vous allez trouver des procédés qui vont... Et peut-être que le consommateur va être aussi capable d'accepter un produit un peu plus variable. Voilà, donc tout ça, c'est aussi apporter des concepts, des bases, mais en leur disant bien à ces étudiants-là, cette science-là, elle va peut-être bouger. Et sachez par contre comment l'anticiper, qu'elle va avoir bonne démarche pour la faire bouger. Je ne sais pas si j'ai répondu. Tout à fait, tout à fait. Alors justement, en préparant cette table ronde, je parlais avec un ami industriel justement qui travaille dans l'agroalimentaire. Je disais mais finalement, l'ultra-transformation, les industriels eux-mêmes, une grande partie d'entre eux considèrent qu'il faut la limiter, voire la réduire. Les consommateurs, il y a une sorte, me semble-t-il, de consensus sur une crainte ou tout au moins des questionnements autour de l'ultra-transformation. Et je disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Et là, la réponse a fusé, bien entendu, en me disant, le coût, et dans un contexte global d'inflation, dans un contexte où les arbitrages économiques se font surtout sur le poste de dépenses alimentaires, on n'est pas dans une période très propice à ça. Donc comment on fait, Jean-David Zetoun, pour essayer concrètement? Non mais sans intervention d'État, ça n'arrivera jamais. Il faut être absolument clair avec ça. Si vous prenez par exemple, c'est la première analogie qui me vient, mais on pourrait en trouver 150 autres, les véhicules. Le véhicule électrique, c'est quelque chose qui se développe massivement parce qu'on a dit on va interdire les véhicules thermiques à partir de 2030. Ce qui, pour le coup, alors que l'industrie automobile n'avait fait aucun effort pendant des dizaines d'années, là, c'est une douche glacée. Et du coup, ils s'en plaignent en disant on va peut-être pas y arriver, etc., alors qu'ils auraient dû se réveiller avant. Pour l'alimentation, ce sera la même chose. Tant qu'on ne dira pas qu'on va normer l'alimentation comme on norme plein de choses. Je veux dire, vous ne prendriez pas un médicament qui a été aussi peu testé que les aliments qui sont mis en supermarché. Il faut attendre les études de Mathilde pour commencer à savoir avec 10 ou 15 ans de recul à quel point tel aliment donne le cancer ou une maladie cardiaque. On n'accepterait jamais un médicament qui aurait été aussi peu testé que les aliments qui sont mis en supermarché à prix libre, avec un marketing libre, le packaging que vous voulez, etc. Tant qu'il n'y aura pas une intervention d'État qui doit être à la fois légale et économique, ça ne changera jamais. L'empowerment dans des conditions aussi contraintes que le consommateur ne l'est sur le marché de l'alimentation, ça ne marche pas. C'est juste frustrant et ça met en colère. Donc,
C'est comme ça qu'on a fait baisser les autres risques. Donc le tabac est en décroissance dans le monde, la quantité totale de cigarettes fumées augmente dans le monde, mais le taux de tabagisme, c'est-à-dire la proportion d'une population qui fume, est en baisse. Parce que on a eu des interventions légales et des interventions économiques sur le tabac, alors même que c'est un risque très difficile à se défaire, c'est très addictif. Et pourtant, on peut le faire, on sait le faire. L'alcool aussi est en baisse dans certaines générations et dans certains pays. Là encore, par des changements qui sont légaux et économiques, c'est-à-dire de la taxe et des interdictions. Il n'y a pas ça dans l'alimentation, et donc l'obésité est en décroissance dans 0 pays dans le monde. Il y a quelques pays dans lesquels l'obésité est stable, et sinon l'obésité est en croissance dans tous les autres pays. Kelly Franck. Non, je voulais juste ajouter, parce que juste avant de venir, je suis passée dans un supermarché, et pour montrer quand même que c'est possible de proposer des produits qui sont du coup mieux formulés, je suis tombée sur un exemple d'un bouillon de légumes de poule d'une grande marque versus une marque distributeur bio qui était à iso-coût, voire moins cher pour la marque distributeur, qui était une recette simple versus une recette avec des arômes et avec un extrait végétal aminé. À mon avis, c'est des protéines hydrolysées. Donc c'est pour dire que c'est possible, même si effectivement c'est forcément plus cher d'utiliser des matières nobles et du savoir-faire, parce qu'effectivement il faut le temps d'innover et de réussir à faire des produits qui ont idéalement plus de naturalité et plus de goût. Donc forcément que c'est factuellement un peu plus cher, mais c'est possible de trouver des exemples d'iso-coût. Peut-être. Sophie Landau, peut-être, pour justement sur cette question du comment faire pour réduire l'ultra-transformation, ce qui amènera en plus notre deuxième table ronde qui aura lieu juste après la pause et juste après la petite surprise, je crois, d'une dégustation, mais je n'en dis pas plus. Idéalement, c'est vrai qu'arriver à mieux informer le consommateur, c'est important. Moi, je suis entièrement d'accord que si on ne passe pas par une réglementation beaucoup plus stricte, on n'y arrivera pas. Moi, je suis aussi persuadée qu'il faut passer par ça. Alors, et c'est aussi quand même dans les de nouveau, je reprends ma casquette d'enseignante, mais je pense aussi que les étudiants qu'on forme aussi, ils vont aller dans ces entreprises-là et eux, ils vont faire bouger les choses. Quand on regarde au Food Lab les jeunes qui montent les startups, les valeurs qu'ils ont, c'est vraiment pas des valeurs économiques, c'est des valeurs pour aller vers une alimentation de meilleure qualité, une meilleure nutrition, une meilleure compréhension, réduire l'impact environnemental. Enfin, les jeunes, ça les impacte énormément. C'est une véritable angoisse et je les comprends complètement. Donc vraiment, je pense que c'est quand même former les gens qui vont aller dans ces entreprises-là, entre autres, et c'est aussi mettre une réglementation parce qu'on ne peut pas vraiment attendre. C'est ça le problème, c'est qu'il y a une inertie quand même dans la mise en place des choses et de la recherche aussi, qui fait qu'à un moment donné, il faut la loi. Ça me paraît indispensable. Ouais, je voulais juste rajouter qu'en fait, il faut aussi comprendre tous les bénéfices qui se cachent derrière le travail de plus de naturalité. Parce que quand on travaille à faire reculer l'ultra-transformation, à ne plus utiliser d'ingrédients ultra-transformés, nécessairement, on a besoin de matières premières de meilleure qualité, donc ça vient questionner l'amont, les savoir-faire. Si par exemple je prends une purée de fruits dans laquelle je ne mets pas d'arôme, forcément pour avoir du goût, il faut des fruits qui ont du goût naturellement. Et comment on fait des fruits qui ont du goût? On les cueille à juste maturité, on travaille des produits qui ne sont pas trop amendés, pas trop arrosés. Donc en fait on revient aussi à du bon sens paysan, mais ça va dans le bon sens en tout cas de finalement questionner aussi l'amont et le savoir-faire et aussi re-questionner le consommateur. Et je pense que toute cette transition, elle s'accompagne nécessairement de pédagogie parce qu'on est habitué à des repères sensoriels qui sont en fait guidés par l'ultra-transformation, que ce soit des couleurs, des aromatiques hyper entêtantes, puissantes, chimiques. Et tout ça, c'est en fait réapprendre à ce que c'est que le vrai goût des aliments, des goûts plus subtils, je pense au jambon gris. Le jambon gris, il est effectivement gris, ça devient un indicateur de qualité, mais c'est pas l'arôme salaison tel qu'on le connaît, c'est plutôt rôti de porc. C'est ça le vrai goût d'un jambon en fait. Et donc, si j'ai bien compris, de la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas. Exactement. Et vous nous avez réservé une petite dégustation. Alors, nous avons de la chance d'être sur l'estrade. Donc la dégustation, dans un premier temps, sera simplement réservée à nous quatre.
Pas de chance. Mais, parce que l'organisation a été faite au cordeau et incroyablement bien pensée, durant la pause, donc entre les deux tables rondes, vous, pour celles et ceux qui voudraient aussi déguster l'expérience de Kelly, vous allez nous en dire un petit peu plus tout de suite, ce sera possible. Donc ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas une approche verticale des choses, nous sommes des grands partisans de l'horizontalité. Oui, effectivement, en fait, ce qui est hyper intéressant, parce qu'on parle d'aliments, en fait, les aliments, ils sont quand même faits avant tout pour être consommés, et l'acte d'achat plus durable, il se fait dans la durée. Donc, en fait, l'objectif, c'est questionner les préférences et faire en sorte que les gens apprécient au long terme les produits les plus naturels et donc les plus réussis sur le goût. C'est ça l'idée. Donc, en fait, là, effectivement, aujourd'hui, je voulais vous faire goûter ce que ça veut dire concrètement, le vrai goût versus le goût de l'ultra-transformation, des ingrédients ultra-transformés, parce qu'on est plus tellement habitué à utiliser nos sens pour reprendre du bon sens dans notre acte de consommation. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'était de vous montrer... Alors, je vais me rappeler mes jeunes années quand j'étais serveur. Alors, dites-nous tous. On va démarrer par la plus foncée. La plus foncée, donc j'imagine que c'est celle-là. Donc là, vous voyez, on va goûter 2 mousses au chocolat, dont toutes les mousses au chocolat ne sont pas ultra transformées, puisque ça dépend des ingrédients qu'on utilise. C'est le principe. Donc ici... une première mousse qui est plus foncée que la deuxième, je ne sais pas si vous pouvez l'observer. Donc ça donne déjà une indication sur le mode d'obtention, en tout cas de la manière dont ça a pu être processé. Et donc là, je vais vous inviter à goûter et à être assez attentif à la texture, parce que précisément, en fait, la texture nous donne une indication sur les ingrédients qui sont utilisés. Est-ce que vous entendez le bruit que ça fait ? Alors, on n'avait pas prévu d'avoir des micros pour faire, comment dire, vous savez, comme c'est le mukbang coréen, mais vous inquiétez pas, ça ne saurait tarder. En fait, ça peut passer inaperçu, mais là, on a une texture qui est très aérienne et qui fait un peu comme un petit bruit de pétillement en bouche. Et ça, en fait, ça n'existe pas sans gélatine animale. Parce que, en fait, c'est précisément le rôle de cette gélatine de venir vraiment gélifier et de porter cette texture avec énormément d'air à l'intérieur. Bon, vous noterez aussi en termes de goût, on est vraiment sur du chocolat caricatural industriel avec très peu d'intensité, très sucré en perception. Je ne sais pas si vous le sentez. Là, volontairement, j'ai choisi un chocolat sans ajout d'arôme. Parce qu'habituellement, on met quand même beaucoup d'arômes même naturels, mais de l'arôme vanille pour venir masquer les goûts. Ici, donc, c'est une mousse foncée qui a été a priori dans lequel on a utilisé de la poudre de cacao alcalinisée. Donc, c'est un traitement à la soude qui permet effectivement d'augmenter la couleur. La couleur plus foncée, mais surtout de lisser les amertumes, les acidités. Donc, en fait, on a quelque chose de, non seulement en termes de texture, effectivement, d'un peu caricatural, mais qui peut passer inaperçu. En fait, ce qui est intéressant, c'est de montrer que c'est pas la vraie texture d'une mousse au chocolat, et on peut pas faire une mousse au chocolat industrielle, naturelle, qui a cette texture-là, et on va goûter celle d'après. Bon, je vais déjà vous débarrasser. Bon, Kelly, je vois que vous connaissez le produit, donc vous n'avez pas trop... Non, mais moi je suis comme vous, Sophie, j'ai essayé. Voilà, bon, bah voilà. Et la deuxième, donc, déjà la couleur, bon, malheureusement vous ne le voyez pas, mais la couleur est quand même plus claire, et beaucoup plus claire même. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est... Bon, on parlait de texture, mais là, on est sur une onctuosité qui est nappante, qui du coup ne recourt pas à des texturants ultra transformés. Et surtout, on a une intensité cacao qui est hyper intéressante. Et on est dans la complexité même de ce qu'est le vrai goût, apporté aussi par le beurre salé, etc. Donc, c'est hyper intéressant de pouvoir faire la différence. Après, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça vient perturber aussi les préférences. Certains préféreraient peut-être la première. En tout cas, l'objectif, c'est de faire aimer plutôt ce type de produit-là aux gens. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'était pas simplement une dégustation visuelle pour vous, ce sera aussi une dégustation gustative, sans faire de mauvais jeu de mots, pour celles et ceux qui voudraient la faire dès à présent, pendant la pause. Donc, comment dire, notre première table ronde arrive à sa fin. Je remercie vraiment... Bon,
Je me rappelle vraiment mes bonnes années de serveur. Je remercie vraiment les 3 participants, donc Jean-David Zetoun, Sophie Landau et Kelly Franck, pour leur participation et puis pour avoir ouvert le débat avant la deuxième table ronde qui, elle, plus que les définitions, peut-être parleront entre guillemets plus de la pratique ou en tout cas de solutions possibles, de pistes d'action actuelles et futures. Donc là, on a 10 minutes de pause, 15 minutes de pause, voilà, pour déguster si vous le souhaitez, et on se retrouve dans 15 minutes. Alors donc 5 minutes de questions, vraiment. Alors je vois la première... Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde. Moi je m'appelle Adrien de Castille, j'ai cofondé une société qui s'appelle Funky. Alors peut-être vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas et je vous en parlerai. Moi j'étais plutôt sur, c'était hyper intéressant sur la compréhension vraiment de l'ultra-transformation. Parce que moi j'ai fait un essai autour de moi et je lui ai dit est-ce que tu penses que c'est ultra-transformé ou non? Et en fait 100% de mon entourage m'a parlé du procédé de fabrication. Personne ne me parle des ingrédients. Et après c'est des gens qui ne sont pas initiés que je suis allé voir. Et nous là on a parlé, vous avez raison, vraiment de l'ingrédient même en fait. Et je pense que sur la compréhension du consommateur, c'est vraiment clé. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir 2 termes en fait? Un terme ingrédient ultra transformé qu'on pourrait appeler de la chimie comestible, comme l'avait dit un article il n'y a pas si longtemps, et le procédé de fabrication. Nous par exemple, on fait des céréales extrudées de petit déjeuner. Alors nos céréales extrudées, elles ont 21 ingrédients de moins que les leaders du marché. Donc vous imaginez qu'il n'y a pas d'aliments ultra transformés. Pour autant, l'extrusion, c'est un procédé de fabrication qui vient être assez agressif avec la matière. Donc c'est aussi potentiellement quelque chose d'ultra transformé, même pas que potentiellement d'ailleurs. Donc il y a vraiment pour moi un sujet à adresser, c'est comment est-ce qu'on explique aux consommateurs finalement ce qu'est un ingrédient ultra transformé, ce qu'est de la chimie comestible, et ce qui est pour moi le principal problème quand même, et comment est-ce qu'on a aussi le procédé de fabrication. Et vous parliez de la complexité, et en fait le problème il est là, c'est qu'en fait on est encore en train de parler entre nous, on est tous assez sensibles de ça, mais les consommateurs ils comprennent toujours rien en fait. On est sur un truc qui est tellement complexe, on parle de l'ingrédient, on parle du procédé, on parle de quoi? Comment on fait en fait? J'ai pas de réponse, j'ouvre un peu le débat. Comment on fait pour que cette complexité qui est utilisée justement pour contrer tous les travaux soit simplifiée, voilà. Bon. Ce qui est sûr, c'est que les procédés appliqués à l'aliment, c'est un sujet aussi, mais malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas étiqueté et qui n'est pas facilement repérable. Donc, c'est sûr que d'agir d'abord sur les ingrédients, et comme derrière chaque dénomination, a priori, il y a des procédés d'obtention qui sont identifiés. Et là encore, on apprend des choses, et moi, quand je creuse les fiches techniques, j'apprends des choses tous les jours. Quand je confronte ce qui est de l'ordre de la réglementation, ce qu'on devrait attendre, et puis dans les faits, on découvre vraiment des choses. Mais il est là le sujet sur les ingrédients. Sur les aliments, il faudra que ça progresse aussi. Mais enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on a pensé la démarche de l'allégation ingrédients simples pour mettre en avant les recettes les mieux formulées, qui ont le plus d'ingrédients simples possible. Donc peut-être déjà cette option-là est une première. Utiliser le terme ingrédient déjà, c'est plutôt que aliment. Oui, ingrédients simples, c'est pour ça qu'on a appelé ça. C'est quand même beaucoup plus clair. Bravo. Non, moi je crois que c'est trop compliqué. Et que tant qu'il n'y aura pas, là encore, une intervention légale pour rendre obligatoire quelque chose d'aussi simple que le Nutri-Score. Déjà, le Nutri-Score, il y a des gens qui disent « Ah, je ne sais pas trop », alors que c'est quand même quasiment la représentation graphique la plus simple qu'on puisse offrir. Tant que ce ne sera pas, comme a proposé Mathilde par exemple, un bandeau marron autour qui dit c'est sale, eh ben, ça ne marchera pas. Je ne crois pas du tout à ça. Et regardez, vous avez eu la même, si vous reprenez encore l'analogie avec les véhicules, on a dit les véhicules électriques c'est moins carboné que les véhicules thermiques. Et après, il y a une espèce de rumeur, évidemment, qui vient de l'industrie thermique, qui a dit ah non, mais avec les batteries c'est pire. On sait que ça n'est pas vrai. Un véhicule électrique reste, malgré son empreinte environnementale, moins carboné qu'un véhicule thermique. Donc, cette complexité, à chaque fois, elle est twistée par les industriels. De toute façon, quand les industriels ne veulent pas de quelque chose, c'est que ça va marcher. Si vous proposez un changement légal, économique ou éducationnel qui ne va pas avoir d'impact, ils vont vous dire « Ah mais ouais, génial, on va vous aider, on va investir à fond là-dedans ». Parce qu'ils savent qu'à la fin, ça ne marche pas du tout et ça leur donne une bonne image quand même, ou en tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Donc, je pense que pour cette histoire d'ultra-transformation, il faut un logo simplissime qui dit « sale » ou « OK ». Et sinon, on va se perdre dans la science. La science, c'est complexe, c'est pas grave. La consommation, il faut que ce soit simple. Donc, juste quand même par rapport à cette préoccupation quand même de mieux qualifier. Donc, en fait, bon, il y a la classification NOVA.
qui a des avantages et qui est en tous les cas très largement utilisé. C'est pas pour rien, ça l'est très largement utilisé. Néanmoins, dans mon équipe de recherche, il y a différents chercheurs qui sont intéressés justement à essayer de trouver, alors ils appelaient ça un process score, c'est vraiment la transformation. Donc ils ont pris des aliments, ils ont regardé les ingrédients dans l'aliment, ils ont regardé l'aliment en tant que tel, et ils ont mis un score. Alors il y avait, en fait, il y a 5 grands procédés de transformation, hein, des opérations unitaires, qu'ils ont redécoupés en procédés en fonction de l'intensité du procédé, par exemple entre un blanchiment, hein, qui est un traitement thermique, et puis une stérilisation à haute température, ça n'a pas le même effet. Donc ils ont en fait regardé ça beaucoup plus finement, et ils ont reclassé les aliments en prenant les ingrédients, la transformation après de l'aliment, pour leur donner un process score. Donc ça a un degré finalement de transformation. Donc là, je parle bien intégrant vraiment tous les ingrédients. Et quand on regarde ça dans la classification NOVA, finalement, il y avait des produits au process score relativement bas, d'autres des très élevés, et qui étaient les plus bas au même niveau que ceux qui étaient dans la classe NOVA 1. Donc ça, c'est pas encore au point. Je pense qu'il faut continuer à travailler dessus, d'une part parce que ça serait un moyen peut-être d'arriver à étiqueter un peu plus finement les produits, mais après de manière sûre et effectivement que ce soit quelque chose qui soit lisible. Mais c'est aussi important pour les industriels qu'ils aient quand même cet élément-là pour se dire, voilà, qu'est-ce que je dois réduire, quels sont les procédés aussi qui ont un impact qui est vraiment important. Ils ne sont pas tous équivalents. Il faut quand même, j'assure aussi la qualité sanitaire de mon produit. Donc dans les choix que j'ai, quel est peut-être celui qui a le moins d'impact sur... qui a le moins de transformation finalement. Donc voilà, donc c'est aussi, moi, travailler aussi sur ces descripteurs-là parce que la classification NOVA, elle est vraiment perfectible encore. Moi, je veux bien répondre parce que justement, on a travaillé avec Isabelle Souchon dans votre équipe, ton équipe, pour développer ce score, ou en tout cas la classification, par exemple, de tous les aliments Nutri-Net selon ces opérations unitaires. Et ce qu'on voudrait, c'est mieux comprendre. Je fais la séparation entre la recherche et après l'action de santé publique. En recherche, ça va être fondamental d'aller dans cette direction pour essayer de distinguer qu'est-ce qui est du domaine du procédé qui va créer des contaminants néoformés, etc. Qu'est-ce qui est du domaine de l'ingrédient qui pose problème, quels ingrédients, quel procédé. Donc ça, c'est vraiment la recherche qu'on doit mener pour aller plus loin, pour mieux comprendre et pour avoir, pour moi, une action au niveau réglementaire, c'est-à-dire d'interdire potentiellement certains procédés, certains ingrédients, etc. Parce que je crois aussi que ça va mieux marcher comme ça que de dire, il vaut mieux pas utiliser ces ingrédients. Et ça, c'est vraiment important. Après, par contre, en termes d'étiquetage, il faut un truc hyper simple. Enfin, moi, je rejoins complètement ce qu'a dit David. Enfin, on ne peut pas mettre un truc avec un process score, un truc sur les ingrédients, un truc sur... je suis plus pour qu'on essaye d'avoir... par exemple, là, ça intégré dans le Nutri-Score, cadre noir ou autre chose qui pénalise l'algorithme du Nutri-Score si c'est ultra transformé, etc. Et qu'on fasse évoluer cet algorithme, cette indication au fil des connaissances. C'est-à-dire que si le Nutri-Score a déjà évolué et va continuer à évoluer, si on s'aperçoit qu'il y a des procédés qui posent problème, des ingrédients qui posent problème, ça impacte le logo de cette manière-là. Mais par contre, d'avoir un truc hyper complexe au niveau de l'affichage, je pense que c'est compliqué. Mais en recherche, c'est hyper important, ce que vous avez dit là. Et nous avons une dernière question, me semble-t-il. Malheureusement, on est un petit peu pris par le temps, donc il y aura une question. Merci. Hubert Drieux d'Agromousquetaire, c'est une question sur les additifs. On comprend que pour ne pas faire d'aliments ultra transformés, il faut 0 additif, mais certains sont a priori tolérés dans les applications qu'on connaît, et notamment la poudre à lever, le E500. Pourquoi cet additif-là est potentiellement autorisé? Pourtant, c'est un additif et qui serait étiqueté E500 dans les ingrédients. Alors, encore une fois, si vous faites référence à l'approche qu'on a développée, l'idée c'est de pouvoir parler de ce que sont les ingrédients, comment ils sont obtenus. La poudre dont vous parlez, le carbonate de sodium, c'est par nature, c'est des substances qui sont minérales, et en fait le degré de purification sur de la substance minérale, par définition c'est minéral, donc ça va être purifié. Effectivement, il y a deux choses. Il y a savoir dire au point de vue du degré de pureté ou de dégradation si l'ingrédient il peut être considéré comme ultra transformé, et après faire un arbitrage, parce qu'en fait on peut pas proposer une solution qui mette 100% d'ingrédients simples ou qui garantisse qu'il y ait 100% d'ingrédients simples dans un produit, parce que en fait sinon on va mettre 0,1% de l'offre en avant. L'idée en fait il faut bien garder en tête, l'idée c'est de faire reculer la consommation et l'utilisation de ces ingrédients ultra transformés. Et il y a certains ingrédients ultra transformés comme la poudre à lever dont vous parlez, le E500, qui font partie des ingrédients qu'on peut arbitrer en tout cas sur cette liste d'ingrédients qu'on va tolérer, mais on est obligé de les tolérer au même titre que le vinaigre d'alcool.
qui en fait est de l'acide acétique impur, hein, donc c'est pareil, c'est ultra transformé. Le saccharose, les sels raffinés, ça en fait, je pense que l'objectif, c'est de distinguer ce qui est factuellement ultra transformé de ce qu'on va tolérer. Il faut une marge de tolérance parce qu'en fait, on est dans quelque chose qui doit être réaliste. Et en fait, on est déjà tellement... Il y a tellement de choses à faire déjà que si on enlève une partie des... Typiquement, sur les poudres à lever, on peut distinguer le carbonate de calcium du carbonate de sodium, pardon, des diphosphates, où là, effectivement... Là, on va essayer de les réduire. Encore une fois, c'est cet arbitrage qu'il faut faire tous ensemble aussi. Et vous disiez additifs, mais attention, hein, tous les additifs ne sont pas ultra transformés. Je pense à la gomme acacia, le 414, c'est de la sève séchée. Donc en fait, c'est un pour le ingrédient consommateur, c'est complexe. difficile de Je suis bien d'accord. distinguer tout Mais ça. peut-être qu'il faudrait espérer que la réglementation additif en fait, s'intéresse fasse rentrer des ingrédients ultra transformés, typiquement les sirops de glucose. Mais après, en fait, dans les faits, il y a tellement de procédés d'obtention différents sur les sirops de glucose que c'est peut-être compliqué. Mais en fait, l'idéal, ça serait que le règlement additif corresponde avec les substances ultra transformées. Je suis bien d'accord avec vous. Ce serait plus simple. Oui, juste une chose pour rebondir. Hein, j'étais ce matin à des exposés d'étudiants de troisième année dans AgroParisTech et c'était sur des petits projets. Donc, ils avaient 3 minutes pour présenter leur projet. Il y avait une étudiante qui travaillait sur la coquille d'œuf comme substituant aux poudres levantes, justement. Parce qu'en fait, c'est du carbonate. Hein, et donc, elle faisait une poudre très, très fine de ces coquilles d'œuf qu'elle a mis dans des cakes. Et effectivement, ça a un peu une fonction de poudre levante. Alors, c'est pas encore top, hein, parce qu'il fallait vraiment les réduire en poudre. Il fallait les sécher. Donc, au niveau des procédés aussi derrière, finalement, ça peut être intéressant parce qu'un coproduit, finalement, on va le réutiliser comme nouvel ingrédient et ça va être substitué. Donc, c'est intéressant. Sauf que derrière, il faut quand même assurer la qualité sanitaire. Tout ce qui est produits animaux, c'est pas si simple que ça. Il faut quand même le broyer, peut-être pas le sécher, mais peut-être. Voilà, donc il y a quand même ces questions qui se font, parce que nous, ça s'interroge beaucoup à comment faire zéro déchet finalement et bien tout valoriser dans ces matières premières agricoles qui sont importantes à valoriser complètement, quoi. Donc des pistes de réflexion et d'action. Ah, une dernière... Non, mais parce que c'est une super question. et effectivement, moi, je rejoins le côté, il y a le côté pragmatique, il y a le côté, c'est exactement dans ce groupe de travail de l'OMS, le travail qu'on va devoir faire, c'est-à-dire de prendre un par un tous les additifs autorisés, et pas que du coup en Europe, mais aussi dans le monde, et de les voir de quel côté on les fait basculer. Est-ce que c'est un marqueur d'ultra-transformation? Est-ce que ça l'est pas? Il y a déjà une prédis là avec la Nova. Est-ce qu'on la fait changer? Parce qu'il n'y a pas que il y a des gens qui pensent aussi différemment, donc est-ce qu'elle va changer ou pas? Et il faut qu'on arrive à objectiver ça. Et alors, moi, je suis vraiment pas technologue, donc je connais, il y a l'aspect, un filtre qui pourrait être utilisé, c'est effectivement celui que vous disiez, c'est-à-dire si on peut vraiment pas faire autrement et qu'il y a quand même beaucoup de produits qui sont utilisés, qui n'ont pas l'air de poser de problème pour la santé a priori et qui utilisent certains additifs, on peut peut-être envisager de les faire basculer du côté pas ultra transformé. L'autre filtre vraiment, c'est le côté santé, c'est-à-dire que à partir du moment, il y a quand même quelques additifs qui sont utilisés qui ne sont pas du coup dans les marqueurs d'ultra-transformation parce qu'ils ont un bénéfice sur la santé. On parlait tout à l'heure d'éviter certains risques microbiologiques ou autres. Là, on peut se dire que y a quand même un ratio bénéfice-risque pour le consommateur qui peut faire qu'on veut bien tolérer ce risque-là. La plupart, beaucoup des additifs là, qui sont dans les marqueurs d'ultra-transformation, c'est des additifs dont finalement, il n'y a aucun bénéfice pour la santé. Ils sont vraiment là pour rendre le produit plus joli, pour le goût, pour la texture, etc. Il y a des alternatives, on a vu là des exemples où dans le même rayon, il y en a qui arrivent, certains industriels, à faire 100. Pour cela, il ne faut pas se poser la question, quoi. Donc ça, c'est vraiment un filtre à avoir en tête pour ce classement, mais il va falloir vraiment finaliser l'exercice, c'est vrai. Bon, cette fois, je vais réussir à conclure la première table ronde. Donc, vous allez avoir la chance d'avoir 10 minutes de pause pour un petit peu remettre toutes les idées en ordre avant de mieux revenir pour la deuxième table ronde. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, durant cet intermède, avoir la possibilité de goûter, de faire la fameuse dégustation que nous avons eu la chance sur l'estrade d'avoir.